Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée du Rendez-vous des décideurs IT édition 2021. Une deuxième journée autour des enjeux du Modern Meeting. On va commencer dans quelques instants avec une table ronde qui va se poser la question de comment adapter les réunions et le travail collaboratif avec l'environnement de travail hybride. Là, vous voyez effectivement le programme de cette journée qui s'affiche. On enchaîne ensuite avec plusieurs workshops. Un workshop tout de suite après sur des réunions plus intuitives et plus efficaces où que vous soyez. Une question qu'on va se poser avec Microsoft. On regardera ensuite avec Cisco comment répondre aux nouveaux enjeux de sécurité liés à la mobilité et au télétravail. Ce sera ensuite au tour de Samsung de nous évoquer les nouveaux modes de travail et de collaboration. Puis nous regarderons un peu les équipements de ce Modern Meeting. On regardera comment les solutions de collaboration Jabra peuvent nous apporter de la flexibilité, de la productivité, mais également du bien-être au travail. Et nous nous poserons la question avec Barco de la révolution de l'environnement de travail hybride. Un programme chargé donc pour cette deuxième journée du Rendez-vous des décideurs IT. Je rappelle donc sur la thématique du Modern Meeting en direct toute la journée. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions aux intervenants qui vont se succéder sur ce plateau. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la première table ronde. C'est parti donc pour la première table ronde de cette deuxième journée du Rendez-vous des décideurs IT. Je le rappelle, une journée qui s'intéresse au Modern Meeting. Le Modern Meeting, ce qui est finalement la pierre angulaire de ce Modern Workspace qui se dessine de plus en plus au sein des entreprises. Le Modern Meeting qui a d'ailleurs été le premier enjeu de la gestion de crise au moment où les entreprises et les commerces ont dû fermer en raison des restrictions sanitaires en mars 2020. Un moment qui a permis de se rendre compte de la façon dont peut fonctionner le télétravail à grande échelle, avec ses bons, mais aussi ses mauvais côtés, ou en tout cas ses pistes d'amélioration. Et surtout, une expérience qui nous donne aujourd'hui un certain nombre de clés pour imaginer la collaboration de demain en entreprise. Et c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Bruno Zacon, président d'ARP au sein du groupe Bechley. Bonjour. Bonjour. Mais également avec Christophe Sigan, partner Sales Executive chez Microsoft. Bonjour également. Bonjour. Et Bruno Caille, directeur technique chez Cisco. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis en dehors du plateau pour des raisons de respect de gestes barrières. On va échanger durant une heure tous ensemble sur cette grande thématique. Comment adapter les réunions et le télétravail collaboratif avec l'environnement de travail hybride. Hybride, je pense que c'est un mot qui reviendra assez régulièrement dans nos échanges. Je le rappelle juste avant pour les gens qui nous regardent, nous sommes en direct, n'hésitez donc pas à poser vos questions. Elles apparaîtront sur la tablette qui est juste à côté de moi et je les relayerai du coup à nos invités. J'ai envie de commencer avec un petit retour d'expérience qui me semble assez important. Mars 2020, fermeture du coup des commerces, mais aussi des entreprises, organisation du télétravail un petit peu en urgence, les gens qui doivent travailler de chez eux, cette notion de continuité d'activité finalement au sein des entreprises. On va peut-être commencer avec vous, Bruno Zacon. Comment est-ce que vous avez vécu cela, sachant qu'il y a toujours deux aspects quand on travaille dans l'IT et qu'on vit une crise comme celle-là. Il y a gérer son entreprise et accompagner les autres entreprises qui font face aux mêmes enjeux. Exactement, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'on avait tous été pris dans l'urgence à partir de mars 2020. Du jour au lendemain, se retrouver confiné, c'était un double enjeu. C'est d'une part continuer à assurer une continuité de service auprès de nos clients. Ça, c'est un premier point qui est très important. Et puis d'autre part, se réorganiser en interne pour justement permettre cette continuité de service. Tout l'enjeu était de trouver le bon compromis sur la continuité du management des équipes et puis leur apporter des solutions technologiques pour continuer ce niveau de service auprès des clients. Donc, grâce aux solutions de nos partenaires, rapidement, il a fallu qu'on s'organise en interne
avec bien entendu ce confinement à 100% qui nous a permis en distance de rester malgré tout proche grâce aux outils de visio, de collaboration, entre autres Teams, bien entendu. Qui permet justement de continuer à partager avec le côté visuel, c'est-à-dire de voir les gens, c'est quelque chose de très important. Et puis d'autre part, continuer aussi le niveau de service, la collaboration, puisqu'on a en grande partie des équipes commerciales avec nos clients. Donc continuer déjà à les doter du matériel qui leur permettait eux-mêmes de positionner, de placer leurs personnes en télétravail avec les bons outils. Alors d'avoir le device qui fonctionne bien, c'est une chose, avec les problématiques de connectivité, mais aussi de sécurité qui vont autour. Et puis à l'intérieur, les outils de collaboration qui marchent bien pour continuer leur cœur de métier, leur activité, tout simplement. Là, vous mettez le doigt sur deux sujets, avoir le device qui fonctionne bien et ensuite avoir les bonnes solutions à l'intérieur. Mais est-ce que c'était évident, on se pose la question avec les gens qui nous regardent, est-ce que c'était évident, je sais pas, 20 mars, dès le 21 mars, d'avoir et l'un et l'autre pour les entreprises? Est-ce que du coup, vous l'aviez anticipé? Est-ce que tout le monde a été un petit peu surpris? Est-ce que les gens qui vous appelaient, les entreprises qui vous appelaient, elles-mêmes l'avaient anticipé ou se sont retrouvées un petit peu démunies? Non, déjà, il faut bien distinguer qu'il y a des entreprises qui peuvent se permettre de faire du télétravail ou du travail à distance. Alors, ceux qui sont déjà en travail à distance, je parle des organisations multisites et qui avaient peut-être déjà des outils ou des personnes qui travaillent depuis chez eux en home office, voilà, c'était déjà le cas. Donc à la rigueur, il n'y avait pas besoin d'anticipation. Par contre, bien sûr, il y a tout un pan de l'activité qui a dû s'arrêter complètement. L'industrie, les petits commerces, où là, il n'y avait pas d'autre solution puisque c'est du commerce de proximité donc, ou de la production. Après, il y a tous les enjeux autour des entreprises de services, où là, justement, il fallait pouvoir doter rapidement ces entreprises qui ont ces besoins de services du matériel qui allait bien. Donc on a eu bien sûr un pic de demande qui a commencé fin mars et courant avril, bien sûr, pour rapidement assurer cette transition. Donc anticiper les choses, je pense que peu de personnes étaient capables, 1 ou 2 mois avant, d'anticiper un tel phénomène. Même nos politiques étaient là, disaient non, le virus, vous en faites pas, il ne va pas venir jusqu'ici. Oui, puis c'est vrai qu'on se souvient, on ne s'attendait pas forcément à l'annonce. Exactement, de cette mise en confinement. Donc je pense que personne n'avait anticipé 2 ou 3 mois à l'avance ce qui allait se passer. Et personne n'était capable, je parle bien en avril, de savoir ce qui allait se passer après. On ne savait pas combien de temps on allait rester en confinement. Est-ce que c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois? Donc quand on se reprojette, aujourd'hui c'est plus facile à vivre parce qu'on a du recul, les commerces rouvrent, donc il y a un sentiment de revie, on va dire. Par contre, au moment du confinement en avril, je pense que personne ne savait exactement combien de temps ça allait durer. Donc on se retrouvait, on va dire, dans un équilibre entre les entreprises qui souhaitent doter leurs collaborateurs des outils pour continuer à collaborer, à travailler, à garantir la pérennité et la résilience de l'entreprise. Mais pour continuer à un instant T sans savoir si ça allait durer 1 mois ou 2 ans. Exactement, et savoir quel niveau d'investissement ils devaient être capables aussi d'engager dans l'infrastructure et tout le reste autour. Parce que si à un moment, si ça durait 4, 5, 6 mois, et que l'activité finalement de l'entreprise s'arrêtait pour une raison X ou Y, est-ce qu'on engage des investissements ou pas? Donc tout le monde était un peu dans le doute. Donc il a fallu être agile, tout simplement, je pense. Alors, donc ces outils d'échange avec les partenaires et avec nos clients et en interne étaient fondamentaux pour se rassurer, pour dire quelles sont les meilleures solutions qu'on peut apporter aujourd'hui pour continuer en tâche de fond notre activité, peut-être avec une vitesse moindre, pour traverser cette crise. C'est intéressant parce que en fait, rien qu'en écoutant votre retour d'expérience, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enjeux là, qui émergent au sein des entreprises ou qui émergent d'ailleurs, qui sont présents depuis un bout de temps. Bruno Caille, même question du coup, en tant qu'éditeur de solutions. Comment est-ce que vous avez vécu en fait ce moment chez Cisco, mais aussi vis-à-vis des entreprises avec lesquelles vous travaillez? Alors nous, on a confiné un tout petit peu avant, en fait. D'accord, oui. Entreprise américaine, du coup. Entreprise américaine, mais en France, on a pris la décision parce que nos collègues italiens étaient très impactés. D'accord. Et comme on est en relation assez proche avec les Italiens, on s'est confiné le vendredi de la semaine d'avant. Et on a dit à nos collaborateurs, comme chez Cisco, on a tous déjà les outils à disposition, on a dit
mettez-vous à la maison, commencez à travailler à distance. On va attendre les annonces gouvernementales. On savait qu'il y avait des annonces qui allaient arriver. On ne savait pas la nature. On ne savait pas effectivement la durée du premier confinement. On ne savait pas non plus quelle forme il allait prendre. Et puis, on a beaucoup assisté les clients parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on estimait à ce moment-là que moins de 8% des cadres étaient équipés pour le télétravail. Et on l'a vu, il y a eu une énorme demande sur des PC mobiles, parce que pour faire du télétravail, il ne faut pas avoir un PC fixe, il faut avoir un PC mobile. Bien sûr, oui. Énormément de demandes sur les outils pour pouvoir se connecter, parce que le travail à distance, c'est aussi des enjeux de connexion sécurisée pour avoir accès à l'ensemble des applications de l'entreprise. Et puis sur la partie outils de collaboration, donc en fait, on a des équipes qui ont été extrêmement sollicitées par les clients, par les partenaires, pour la mise en place de ces solutions-là, que ce soit dans les milieux hospitaliers, que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau des grandes entreprises. Et puis on avait d'autres équipes qui étaient beaucoup moins sollicitées, qui sont plutôt les équipes qui mettent en place les solutions pour équiper les sites, puisque d'un seul coup on a vu que les DSI se reconfiguraient pour pouvoir passer cette étape. Pas de dire aller chez vous et travailler de chez vous, il y a quand même une implication effectivement au sein même de l'entreprise pour pouvoir, parce qu'on se connecte bien à quelque chose, donc il faut aller chercher et il faut que entre guillemets, les serveurs de l'entreprise soient adaptés aussi pour le télétravail. Voilà, donc on a vu qu'il y avait une reconfiguration dans les projets pour pouvoir accompagner la mise en place de ce télétravail. Donc une très très forte demande. Là on a aussi vu qu'il y avait un impact pour nos équipes, parce que un problème de lien social, un problème de connectivité en permanence. Donc on a commencé nous aussi à réfléchir en interne, vis-à-vis des collaborateurs en interne, comment on allait gérer justement l'accompagnement de nos équipes, parce qu'il faut aussi revenir, on est dans une période qui est extrêmement anxiogène, où tous les soirs... Du télétravail, effectivement. Parce que voilà, c'est pas simplement... on a des anxiogènes, parce que tous les soirs, on avait le compte sur le nombre de personnes contaminées et le nombre de décès. Anxiogène parce que tout le monde est coupé de son lien familial et se retrouve dans des cellules plus petites qu'avant, lien social. Tout le monde n'a pas... on a bien vu que tout le monde n'était pas équipé pareil. Donc, on avait globalement 3 types de populations. Ceux qui avaient fait le choix d'avoir plus d'espace et qui faisaient plus de kilomètres pour venir au bureau et qui, du coup, sur ce confinement-là, avaient de l'espace pour réorganiser un bureau chez eux. Et puis, les gens qui avaient moins d'espace, mais avec une famille. Et donc là, beaucoup plus compliqué, parce qu'en plus, premier confinement, il y avait les enfants à domicile. Bien sûr. Donc beaucoup de stress à gérer. Et puis, la troisième population, c'était les gens qui étaient avec finalement... une vie sociale très développée, parce que c'est des gens qui vivent seuls. Et donc là, plus du tout de vie sociale. Et d'un coup, d'un seul, tout s'arrête. Et d'un seul coup, ils sont seuls chez eux, sans voir personne de toute la journée. Et là, je reviens sur l'apport de la vidéo. On a vu que la vidéo permettait de garder ce lien social de manière forte. Et surtout, nos reportings en termes d'utilisation notamment de l'application WebEx, explosion complète de la vidéo. Là où avant, les gens faisaient beaucoup d'audio et du partage documentaire. D'un seul coup, la vidéo est devenue le cœur de l'application. Donc on a des trafics qui ont explosé. On a eu beaucoup de travail. On voulait voir les gens, en fait. On voulait échanger avec eux. Là où avant, en fait, on n'avait pas forcément envie d'être dans une configuration, parce que qui dit vidéo dit un peu mise en scène. Là, et donc on voulait, entre guillemets, être dans le confort de chez soi, on peut imaginer. Là, on voulait voir les gens, on voulait échanger avec eux, on voulait se rapprocher finalement d'une rencontre physique. Exactement. Enfin, la vidéo, c'est quand même garder le lien social. Voilà. Et puis c'est là où vous voyez les émotions, c'est là où vous voyez si les gens vont bien, si les gens vont pas bien. Et on était dans une période où il y avait beaucoup de gens qui n'allaient pas bien. Faut quand même, bien sûr. Aujourd'hui, on a pris quand même beaucoup plus de recul. On est beaucoup plus détendu par rapport à cette pandémie, mais il y avait beaucoup d'inconnus, beaucoup de stress sur ce plan médical. Et donc la vidéo elle était très importante. Et puis nous en interne on a aussi tout de suite repensé comment manager les équipes à distance. Parce que là il y a un énorme enjeu de management, énorme enjeu d'engagement des collaborateurs, comment leur permettre de continuer à se sentir faire partie de la famille Cisco, comment s'assurer que justement on n'allait pas avoir des collaborateurs qui allaient craquer. Bien sûr. C'est un des soucis pour, je pense, toutes les grandes équipes de management. C'est est-ce que les gens n'en font pas trop? Est-ce qu'ils arrivent à équilibrer justement vie familiale, vie professionnelle, stress personnel?
Puis l'inconnu, oui. L'inconnu, bien sûr. C'est vrai que on va en reparler du management parce que je pense que c'est aussi un enjeu d'aujourd'hui et pour la construction du télétravail Tout à fait. demain. Mais c'est vrai que on parle beaucoup d'accélération des usages sur du coup ce télétravail. En fait, là, de ce que je comprends, on est plus sur un bouleversement en fait à un instant T au sein des entreprises avant de parler d'accélération. Et ce qui est intéressant, et on va en discuter avec Christophe Sigan, mais Bruno K, est-ce que en fait ce que vous nous dites, c'est, et on peut le comprendre, vous travaillez dans l'IT, vous avez confiné finalement chez Cisco avant la décision politique, parce que quand on travaille dans l'IT, entre guillemets, c'est plus simple parce qu'on est prêt. Et du coup, là, on vous demande un retour d'expérience. Et ce que vous nous dites, c'est essentiellement des sujets humains, finalement, qui sortent de ce retour d'expérience. Ce n'est pas tellement des sujets solutions en interne chez Cisco, mais plus des sujets humains. Christophe Sigan, sur une question de retour d'expérience sur du coup, la période qu'on a vécue, on parle de bouleversement et de sujets humains. Chez Microsoft, comment vous l'avez vécu, que ce soit en interne, mais aussi en accompagnement de vos clients ou partenaires ? Oui, donc effectivement, nous chez Microsoft, comme j'imagine chez Cisco, on a l'habitude de télétravailler. On le faisait régulièrement depuis déjà des années. Mais ce qui a changé, c'est qu'avant, c'était un télétravail choisi, et là, c'est devenu un télétravail subi. Et donc, ce n'est pas du tout pareil. Et de plus, comme on a déjà mentionné, l'équipement à la maison n'est pas forcément adapté à faire ça tous les jours, 5 jours par semaine et pendant plusieurs mois. Donc, on a mis en place des programmes pour accompagner les collaborateurs dans leur équipement. Donc, on a pu, par exemple, aller retourner au bureau pour emprunter une chaise de bureau pour avoir un siège confortable, pas avoir mal au dos, un écran de grande taille pour avoir un travail confortable aussi. Et on a eu des dotations pour éventuellement acheter une webcam ou une caméra vidéo pour qu'on puisse être bien vu. Et on a eu également des formations par des professionnels qui nous a montré comment faire pour être performant dans une réunion avec un client, un partenaire en visio, comment s'équiper, quel fond mettre, quels sont les gestes, les meilleures pratiques à utiliser, parce que finalement, quand on fait ça à longueur de journée, c'est pas pareil quand on fait 1 heure d'école une fois par semaine. Donc c'était très très. Je trouve qu'on a été extrêmement bien accompagné sur ces points. Et pour ce qui concerne nos clients, on est dans une position où on est un petit peu conseiller de confiance pour nos clients. Donc beaucoup de clients se sont retournés vers nous pour nous demander des conseils, comment s'organiser, comment faire. Donc on a publié un certain nombre de guides sur le web pour tenir des réunions, pour télétravailler même ou En fait, comment organiser le télétravail, quels sont les enjeux, quelles sont les solutions, comment prioriser les choses, comment s'équiper et comment aussi sécuriser, parce qu'on a vu qu'effectivement les réseaux et la connectivité est devenue d'un coup beaucoup plus importante que par le passé. Donc il y a des clients qui avaient des VPN qui explosaient parce qu'ils n'étaient pas habitués ils n'étaient pas dimensionnés pour. Donc on a mis en place aussi des équipes qui étaient en train de conseiller et d'aider les clients à réorganiser leur technologie, parce que d'un côté, il y avait les aspects technologiques, effectivement, mais comme Bruno l'a mentionné, les aspects humains également, et il y a des clients qui étaient plus impactés et, entre guillemets, plus importants que les autres. Je peux parler de la santé ou de l'éducation, où on était vraiment, on a priorisé ces secteurs pour les aider en priorité, et on a même fait des programmes de gratuité, des licences pour ceux qui avaient éventuellement des difficultés financières pour le mettre en place, pour que ça ne devienne plus un problème. Et en tant que fournisseur du cloud, on s'est retrouvé dans une situation vraiment cruciale, puisque aussi bien Microsoft Azure que Microsoft 365
a permis à des milliers d'entreprises de continuer à travailler et à avoir... L'éducation, c'est vrai que parce qu'on peut se poser la question aussi du niveau de maturité des entreprises en fait parce que l'échéance était la même pour tout le monde, mais tout le monde n'était pas prêt de la même manière. Là, on parle effectivement de Cisco, Microsoft, dont on imagine que vous étiez globalement prêt de par l'activité, mais aussi de par la taille et du côté international des entreprises, du fait de travailler en télétravail. Toutes les entreprises n'étaient pas forcément au même niveau de maturité. Et c'est vrai que vous mentionnez l'éducation. On peut imaginer que quand toute son activité, c'est d'avoir des gens en présentiel dans une classe avec un professeur et un tableau, d'un coup d'un seul, on est quand même sur un niveau de maturité maturité ou en tout cas de préparation. On commence de zéro, on part de zéro effectivement, et là d'un coup d'un seul, il faut tout réorganiser. Oui, c'est exact. Effectivement, ça a été une transformation à pas forcé, à marche forcée. En fait, on a vu notre président Satya Nadella a dit qu'on a vu en 2 mois 2 années des transformations arriver. Donc, effectivement, ça a été un petit peu forcé, mais grâce à des solutions cloud, on a réussi quand même à simplifier ça. J'imagine la même chose serait arrivée il y a 10 ans, ça serait complètement différent. Donc, c'est vrai que l'avènement du cloud nous a un petit peu aidé dans l'absorption de cette problématique. Bruno Zacon, j'ai quand même l'impression là, depuis le début de ce qu'on entend que finalement, ce qui fonctionnait, c'était les solutions IT. Et ce qui ressort, c'est la gestion, comment est-ce qu'on s'organise chez soi, comment est-ce qu'on réapprend à manager ou on manage différemment. Finalement, c'est tous ces sujets-là aujourd'hui qui ressortent. Donc, je vais vous donner, moi, des grandes étapes que j'identifie. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec celle-ci, mais bouleversement, accélération des usages. On ne savait pas si ça durerait 1 semaine ou si ça durerait 2 mois. Il se trouve que là, on est au bout d'1 an et demi presque. Et en fait, on en sort, évidemment, mais on n'est pas encore revenu dans le monde d'avant. Et en même temps, je dis, on n'est pas encore revenu dans le monde d'avant. Est-ce qu'on y reviendra un jour? Est-ce qu'on passera forcément par cette étape-là? Donc là, on essaye de dessiner demain. Et en fait, on se rend compte de tous les enjeux qui existent. Mais en fait, là, on est sur une journée Modern Meeting. L'enjeu, ce n'est pas tellement la solution qui va permettre de tenir le Modern Meeting. En fait, c'est tout le reste, si je comprends bien. Disons que vous avez fait une jolie synthèse, on va dire. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a eu un bouleversement, oui. Il y a eu une accélération aussi, je veux dire, pendant 2-3 mois, là, je dirais le 2e trimestre de 2020. Aussi bien pour les entreprises qui étaient déjà dotées de la techno que celles qui ne le sont pas. Alors on parle de l'éducation, mais aussi les administrations, les marchés publics, enfin voilà, eux aussi ont été touchés par ça. Je pense que ça a changé aussi leurs besoins à terme, puisque d'un seul coup, ils ont basculé les gens dans un mode de fonctionnement qui est différent et des personnes qui ont commencé à s'habituer à travailler différemment aussi. Mais je pense qu'on reste toujours dans une transition. Et je pense que les technos sont là pour nous le rappeler. Elles évoluent sans cesse. Complètement. Faut rester agile, il faut s'adapter. Maintenant, je dirais que le mode de fonctionnement de demain, il n'est pas gravé dans le marbre. Ce sera fort celui qui saura exactement dans 5 ou 10 ans comment tout le monde va travailler. Moi, j'ai juste pour mémoire, je me souviens toujours, en avril-mai, beaucoup d'entreprises qui disaient ça est terminé, on va faire des économies sur les loyers. On ferme les tout le monde en télétravail. Ça fonctionne, c'est bon. Alors après, tout dépend du souhait de culture d'entreprise des dirigeants, ou sinon on recrute plus personne, on prend que des consultants externes, des freelances. Mais bon, après, ça dépend aussi de l'activité. Je dirais, il y a d'une part l'activité de l'entreprise en soi, est-ce qu'elle se prête ou non à ce travail télétravail ou ce travail à distance. La deuxième chose, c'est au sein même d'une entreprise, il y a différents profils d'utilisateurs. Il y en a dont le métier, dont la mission se prête au télétravail. Je dirais qu'un développeur qui vulgairement tape de la ligne de code, qu'il soit chez lui ou de temps en temps en mode projet, c'est-à-dire il peut être 3 jours chez lui, il n'y a pas de problème. Non, mais des profils autonomes et qui ont besoin de concentration. Exactement. Peuvent travailler, n'ont pas forcément besoin d'être associés à un lieu spécifique. Et exactement. Moi, pour prêcher pour la paroisse par exemple, de la distribution, où on a de grosses équipes commerciales, où il y a une émulation nécessaire, où les gens partagent, aiment échanger sur les succès, sur les ratés, sur les expériences vécues.
cette présentiel, autour de la machine à café, on détecte des projets ou des choses comme ça, c'est nécessaire. Donc je dirais que demain... Vous parlez en fait des échanges informels finalement. Exactement. Ce qu'on ne se dit pas, ce qu'on n'a pas on est à intégré dans distance. un échange spécifique, mais ce qu'on dit entre deux portes ou devant une machine à C'est la café vie ou sociale. autre. C'est la vie sociale. Il suffit de regarder autour de nous. Depuis que les terrasses ont rouvert, les restaurants aussi, tout le monde veut se retrouver et veut se Oui, voir. c'est vrai. Et là, vous soulevez un point, c'est parce qu'on on regarde un peu comment le télétravail peut fonctionner ou autre. Effectivement, il y a eu donc ce côté où on s'est dit, bon, bah, super, on va réduire les coûts et on va avoir moins de bureaux et, parce que tout le monde va pouvoir travailler chez soi, puisque finalement, les gens sont plus performants. Ça, c'est au début. Ça, c'est au début. Oui, Il y en a qui sont revenus là-dessus. Aujourd'hui. Mais parce qu'il y a aussi cette notion de est-ce que les collaborateurs veulent revenir ou est-ce que les collaborateurs veulent rester chez eux? Et est-ce que les collaborateurs veulent ou tout l'un ou tout l'autre? Comme vous l'avez dit, c'est pas un tout ou rien. Déjà, il y a des collaborateurs qui ont un degré d'attachement à l'entreprise qui peut être plus ou moins différent, je veux dire. Il y en a qui sont très attachés à l'entreprise alors qu'ils travaillent à distance en home office, malgré tout. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont présents effectivement avec tous les autres, et pourtant ils sont attachés à leur entreprise. Donc je dirais qu'on est des êtres humains, on est tous différents, donc il va falloir s'adapter à cela. Il va falloir s'adapter, il y aura des métiers qui se prêteront à ce télétravail, il y en a d'autres qui s'y prêteront moins. Donc il faudra être agile, il ne faudra pas proposer une charte qui est que pour tout le monde, enfin qui est la même pour tout le monde. Je pense qu'on se dirige vers quelque chose d'hybride, on le dit depuis on y arrive, on parlait d'hybridation au début. Après, dans la réflexion technologique, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent avec la XR, enfin tout ce qui est AR, réalité augmentée, réalité virtuelle, où des gens disent plus tard, j'aurai mon casque sur la tête et puis je verrai mes collègues, je serai en réunion avec eux, comme ça en train de discuter, comme si j'étais sur place, mais en fait, je reste chez moi. Donc les avantages, c'est dans la durabilité, parce que voilà, il y a peut-être moins de pollution, moins de transports en commun. Tout ce temps perdu aussi dans les transports en commun pour aller sur le lieu de travail, quand vous êtes chez vous, ça permet de s'organiser différemment. Oui. On peut travailler on cherche plus de temps pour soi. Dans toutes les solutions qui sont mises en place, même par nos partenaires technologiques, en fait, quand on réalise qu'on soit chez soi et qu'on prêche pour sa paroisse personnellement ou professionnellement, on cherche à gagner du temps, tous. Pour la productivité, pour beaucoup de choses. Mais on cherche tous à gagner du temps. Alors, l'individu va chercher à gagner du temps sur son quotidien, sur des trucs rébarbatifs comme les transports en commun. Donc il se dit, si je peux bosser de chez moi, honnêtement, 3-4 jours par semaine, mais que ça ne nuit pas à la qualité de mon travail, parce qu'il y a la qualité, parce qu'il y a faire les chiffres, comme on dit, ça à atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires, de marge, on est dans du business. Et puis après, il y a la qualité qu'on apporte à nos clients. Et ça rejoint le sujet évoqué par Bruno Caille de management. Et je pense que c'est le bon moment d'en parler. Juste avant, il y a Diamant qui est avec nous en fil rouge de cette journée et qui croque un petit peu nos échanges, qui dessine les thématiques qui remontent. Donc on va voir à l'écran apparaître le dessin. On va pouvoir le commenter tous ensemble s'il apparaît. Il va apparaître dans quelques instants. En attendant, le voilà. Nos clients sont prêts, mais ils sont loin. Soyons agiles, soyons hybrides, la vidéo au cœur. Voilà, transition toute trouvée. La vidéo, c'est la façon d'échanger aujourd'hui dans des meetings. Et je pense, vous me direz si je me trompe, mais dès qu'on a plus de 5, 6, 7 personnes en réunion, de toute façon, aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un qui est en vidéo. Comment est-ce qu'on intègre ça quand on est cadre, comment est-ce qu'on intègre ça quand on est manager? On est sur une journée sur le modern meeting. Finalement, manager, c'est des moments d'échange. Donc, c'est du meeting, c'est de la réunion, pas que, mais c'est de la collaboration. Comment est-ce que l'entreprise ou le manager lui-même doit repenser ce rôle de manager, Bruno Caille? Alors, je vais revenir sur un des points de Bruno. Nous, on a une vision que le travail n'est plus le lieu, mais c'est plutôt des tâches. Et c'est important, c'est-à-dire que dans la journée, il y a un certain nombre de tâches qui ont nécessité d'être en présentiel et d'autres tâches sur lesquelles il n'y a pas de valeur d'être en présentiel. Donc ça va être finalement pour nous, la vision qu'on a, c'est que c'est le collaborateur qui va décider quelle partie de la journée il veut faire en présentiel plutôt que des jours, ou alors il peut choisir des jours, mais s'il va sur un lieu de travail, pourquoi? Quel est l'apport qu'il va avoir d'être sur le lieu de travail? D'accord, donc déjà on est dans cette démarche-là de se dire si je viens, pourquoi je viens? Exactement. Je viens parce que c'est mon... D'accord. Donc on a complètement changé l'état d'esprit qu'on avait avant, où justement, et ça rejoint cet enjeu de management, où on avait sur beaucoup de management qui étaient
sur la tâche. Et donc, on attendait que les gens soient à 9h et qu'ils partent à 18h. Versus, c'est la projet, c'est la mission. On va donc déléguer, on va, comme disent les Américains, empowerer, on va donner du pouvoir aux gens pour pouvoir faire leur mission. Et donc le manager va être finalement un coach, va être quelqu'un qui va organiser au niveau des équipes pour être sûr que les équipes ont les moyens de réussir leur mission. D'accord. Donc on voit bien plus d'autonomie au niveau des équipes. Donc plus d'autonomie au niveau des équipes. Et là, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est qu'on a aussi des populations qui ont beaucoup d'autonomie. Et donc on va leur donner encore plus d'autonomie. Et puis il y a des populations qui ont moins d'autonomie de par leur mission, de par leur expérience. Et donc il va y avoir un accompagnement spécifique sur ces gens-là pour leur permettre d'avoir suffisamment d'autonomie pour bien pouvoir vivre dans cet environnement de télétravail. Ce qu'on a oublié, mais on l'a vu nous, on a recruté des gens pendant cette période de confinement. Arriver dans une société sans rencontrer les gens physiquement, c'est compliqué. Bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a cette onboarding et d'intégration des nouveaux arrivants. On avait aussi des stagiaires qui, par nature, sont des gens qui n'ont pas une autonomie forte. Donc, comment les accompagner dans l'entreprise et qui ont pu ne pas voir les lieux de l'entreprise pendant. Mais qu'ils n'ont pas vu, je vous le confirme. D'accord. Ils n'ont pas vu les lieux. Donc on voit bien que là, en termes de management, on est aussi dans un management où on va devoir s'intéresser beaucoup plus à chaque individu et avoir un management par individu plutôt qu'un management simplement de l'équipe avec des grands principes qui doivent s'appliquer à tout le monde. On est obligé de faire un effort en tant que manager, de se dire, bon, on va définir le cadre. Comme tout manager, il faut donner une ambition, il faut donner un projet pour que les gens se sentent qu'ils font partie de l'équipe, partie de l'entreprise. Et puis après, on va les accompagner individuellement en regardant justement par rapport à leur mission, quels sont les moyens dont ils ont besoin. Et je pense que le rôle des managers, de plus en plus, c'est d'apporter une vision large du fonctionnement de l'entreprise et de pouvoir justement leur dire tu devrais contacter telle équipe ou telle personne parce qu'ils font peut-être la même chose que toi ou ils ont peut-être un savoir complémentaire ou une expérience complémentaire. Et donc, moi, je le vois bien en tant que directeur technique et je manage toutes les équipes qui sont spécialistes. Par définition, ils sont tous meilleurs que moi dans chacun de leurs domaines. Donc, je ne peux pas leur apporter une expertise sur leur domaine. Bien sûr. Donc, par contre, ce que je peux faire, c'est justement les recadrer dans comment je veux qu'ils avancent, comment on veut qu'ils se présentent par rapport aux clients, comment on veut qu'ils interagissent avec les autres équipes. Et c'est là le nouveau métier finalement du manager. Ça va être un manager beaucoup plus coach, beaucoup plus fédérateur, chef d'orchestre. Et donc avec plus d'engagement des collaborateurs, en fait plus de confiance déjà, parce qu'il y a cette notion de confiance en fait qui est en fil rouge également de ce que vous nous dites, et plus d'engagement en fait de chaque collaborateur. On peut aller jusqu'à parler d'intrapreneuriat quelque part, ou c'est une notion différente? On gère son poste, sa mission, et on est plus sur les résultats que sur la façon de fonctionner. Exactement. Alors on est plus sur les résultats que sur la façon de fonctionner. Donc on voit bien, on avait des gens qui étaient très visibles, mais qui produisaient pas beaucoup. Mais je vois que ça fait rire. Donc ça crée moins de tension dans les entreprises, c'est déjà ça. Et voilà, et on a bien vu que ces gens-là devenaient complètement invisibles pendant cette partie de confinement, là où des gens qui étaient peut-être moins présents physiquement, donc moins visibles, Silent Heroes. avaient finalement beaucoup plus de résultats parce qu'il y avait un travail dans le fond qui n'était pas forcément justement dans leur présence sur le lieu de travail. Donc on fait moins de politique à distance, c'est ce que vous me dites? On fait moins de vent à distance. On fait moins de vent à distance. Beaucoup moins de vent à distance. Ou en tout cas, il n'arrive pas jusqu'au manager. C'est physique. C'est physique aussi. Non, parce qu'après, la notion politique, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et je pense que dans des grandes organisations, on confond parfois politique et justement mieux comprendre tout ce qui est interaction humaine pour mieux comprendre le fonctionnement des autres organisations qui va permettre d'avoir une meilleure coordination au final et de gagner du temps. Et donc, on est obligé d'avoir beaucoup d'échanges. Je pense que chez Microsoft, c'est comme chez Cisco, on est dans des organisations très matricielles. Et tout l'objectif, si on veut être performant et impactant, c'est que la matrice s'additionne plutôt qu'on fasse des trous de coverage ou qu'on soit en concurrence les uns avec les autres. Donc certains peuvent voir la politique, là où moi je vois plutôt de l'alignement sur les missions, sur les projets, qui nous permet d'être beaucoup plus forts avec les clients et plus efficaces.
Christophe Sigan, on parle du coup de cet engagement des collaborateurs, du management. J'ai envie de vous poser la question de manière un petit peu plus large, puisque tout à l'heure, vous évoquiez également, vous nous donniez des détails, il faut peut-être aller chercher une chaise au bureau pour se sentir mieux chez soi, il faut peut-être aller acheter une caméra de meilleure qualité pour mieux voir ses collaborateurs. Donc il y a ce sujet du management englobé dans ce sujet de l'expérience collaborateur. Finalement, c'est ça aujourd'hui les grands enjeux d'un télétravail et pas que télétravail d'ailleurs, d'un espace de travail hybride mais pérenne également pour l'entreprise. Oui, en fait, j'ai rejoint ce que dit Bruno et la partie culture d'entreprise est d'autant plus importante dans cette période parce que aussi bien pour intégrer les nouveaux que pour motiver les personnes qui sont déjà là, le rôle du manager devient beaucoup plus important en tant que cet insuffleur de culture d'entreprise, d'esprit d'équipe et même donc ceux qui sont expérimentés et qui n'ont pas besoin d'avoir un coaching sur l'autonomie. Du coup, il y a l'effet un peu pervers de charge de travail trop importante qui est difficile à gérer et on a vu des gens qui arrivaient au bord d'épuisement et qui travaillaient beaucoup trop parce que le temps qu'on a passé dans les transports, qu'on faisait donc les travails effectifs, à la maison, de temps en temps, on ne prenait même pas le temps pour déjeuner. Les soirs, on avait du mal à s'arrêter. Et dans les organisations internationales comme Cisco et Microsoft, moi, quand je termine de travailler à 18h, mes collègues sur la côte ouest des États-Unis, ils commencent leur journée, donc ils me pingent parfois, donc c'est compliqué de s'arrêter. Et donc il faut avoir, le management a un rôle de ce coach pour non seulement faire confiance aux gens pour qu'ils travaillent, mais mettre des garde-fous pour qu'ils ne travaillent pas trop, parce que sur le long terme, ils ne tiendront pas la distance. Et finalement, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des employés à long terme et qui puissent travailler pendant des longues années dans l'entreprise et pas qu'ils s'épuisent à la tâche inutilement. Donc ça, c'était un rôle très important. Et puis, pour l'exemple, moi, je peux vous donner l'exemple de mon équipe à moi. Ma boss, elle organise tous les lundis matin, pas trop tôt pour que le démarrage de la semaine, vers 9h30, 10h, on a une petite demi-heure de démarrage de la semaine, mais qui n'a rien à voir avec le travail. On discute, chaque personne de l'équipe anime à tour de rôle cette réunion, qui peut être un jeu concours, un espèce de fun fact qu'on délivre. Et on apprend à mieux se connaître, parce qu'on a une équipe européenne, et comme on a une équipe récente, on ne s'est pas tous rencontrés. Donc c'est compliqué d'avoir la proximité avec des gens qu'on n'a jamais vus. Et donc, ces meetings où on parle de nous, de notre famille, de notre environnement, etc. On a vu les animaux des uns, les enfants des autres. On a fait des photos de l'intérieur pour deviner chez qui c'est. Enfin, c'est des choses qui sont hyper importantes, qui ne sont pas 100% sur le travail, mais qui néanmoins contribuent à renforcer l'esprit d'équipe et à être plus unis et du coup... Et donc la culture d'entreprise finalement. Exactement. Quelque part. Et donc en fait cette culture d'entreprise aujourd'hui passe forcément par le manager, là où avant elle pouvait passer par... elle pouvait être déléguée, je ne sais pas moi, une équipe de communication interne qui allait en fait créer des animations dans les locaux tout simplement. Les locaux pouvaient être travaillés en tant que tels. Là, si je comprends bien, c'est le manager est le premier vecteur d'engagement, enfin de culture d'entreprise et donc d'engagement au sein de l'entreprise. Je vous vois tous les trois acquiescer, on pourra tous les trois. C'est le premier liant. Hein. Bruno l'a dit tout à l'heure, le terme c'est vraiment le chef d'orchestre. Donc quand on a un orchestre, si à un moment les équipes ne collaborent pas avec le bon timing, ça ne marche pas forcément très bien et donc ça s'en ressent sur ce qu'on délivre aux clients. Donc oui, c'est le premier liant, c'est le manager, il ne faut pas se leurrer. Après, il faut savoir, avec l'autonomie, à partir du moment où on délègue, il faut que les équipes entre elles sachent aussi collaborer.
Mais le sujet de la culture d'entreprise, je pense, était très important. Et je pense que le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était le fait que éviter aussi le burn-out. Bien sûr. Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a le bore-out et le burn-out. Alors, celui qui est chez lui, parce que d'un seul coup, il collabore. Parce qu'il est moins de visible, collaboration, donc on lui donne moins de tâches, effectivement. Possible aussi. Hein, et puis le burn-out, parce que là où à un moment on arrêtait, on coupait son PC, on sortait d'un bureau, on prenait les transports, on commençait à couper, on rentrait chez soi pour s'occuper des enfants, de la maison, enfin des tâches classiques. On avait cette coupure. Bah, celui qui est en télétravail continue, et ça y est, 19h, 19h30, les enfants disent on va passer à table, ouais, mais je finis, j'ai encore 2-3 mails, et puis ça peut continuer. Exactement. Donc tout ça, c'est... Et comme je dis... On voit moins ses enfants que quand on allait au bureau. Ouais, mais on est vraiment dans une transition. Je pense qu'on est dans une transition, on se cherche actuellement avec les outils qui sont mis à disposition, et heureusement qu'ils existent, parce que ce qui permet la résilience de nos entreprises pendant toute la période qu'on a passée, c'est la mise à disposition de ces outils, d'avoir un device, d'avoir un casque, une webcam, les flux qui vont bien pour collaborer avec les outils collaboratifs. Heureusement qu'il y a eu ça, mais en même temps, on continue de se chercher, je pense. Alors on va en parler des outils, parce qu'on évoque effectivement depuis le début beaucoup le côté humain, le côté organisationnel. On va parler des outils, et on va commencer évidemment avec Teams, qui fait partie des solutions dont on a beaucoup parlé durant ce confinement, puisque ça a permis, au départ, ça a juste permis en fait de pouvoir continuer à échanger en vidéo. Puis il y a beaucoup plus de choses autour de ça, donc on va pouvoir en discuter. Juste avant, Diamant nous a proposé un nouveau dessin qui va apparaître à l'écran quand on va pouvoir découvrir ensemble la vision large de la tâche à accomplir. Je gère mon espace et ma mission, avec le manager qui est là, qui dit « je suis là pour vous ». Et on est dans l'espace, même la vision est large. Du coup, on a beaucoup parlé des... Christophe, oui ? Dans le cyberespace. Dans le cyberespace, exactement. On est dans le cyberespace, on est dans cet environnement de travail numérique. Christophe Sigan, du coup, là, si on parle plus solutions, ça passe aujourd'hui essentiellement par des solutions, et ça crée un certain nombre de questionnements aujourd'hui au sein des entreprises. Quelles solutions utiliser ? Comment gérer mon modern meeting ? Est-ce que le meeting, peut-être première question, est-ce que le meeting, c'est juste de 9h à 9h30 quand on échange tous ensemble, qu'on soit en présentiel ou en distanciel ? Alors, les meetings, c'est la réunion, hein, soyons... Oui, c'est vrai. Hein. Donc, faut le dire en français. C'est quelque chose qui n'est en fait, ça commence avant la visioconférence et ça se termine après la visioconférence. Donc, il n'y a pas... Effectivement, la visioconférence est hyper importante parce qu'on sait que plus de 80% des messages passent à travers la vision et de la gestuelle, tout ce qui est les signes qu'on perçoit. Mais il y a la préparation en amont, donc l'échange via chat, l'échange via documents partagés, la préparation d'agenda. Une fois qu'on est en réunion, effectivement, la possibilité de l'enregistrer, d'avoir éventuellement la transcription, d'avoir la possibilité de revenir plus tard sur des points qu'on n'a pas compris ou des personnes qui n'ont pas pu assister, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais... oui, tout le monde n'est pas forcément présent au meeting, et pour autant, il faut que la collaboration continue au niveau de l'équipe. Exactement, et en fait, il faut, dans la surcharge de travail qu'on a, il faut essayer de limiter les meetings qui ne sont pas indispensables pour éviter justement d'être complètement pollués. Et donc, après les meetings, on a ces notes, les notes durant la réunion, plus les documents, plus les partages d'applications, etc. Donc, c'est un ensemble des outils, c'est une boîte à outils Teams qui permet de faire tout, plus l'intégration avec Microsoft 365, donc avec la partie authentification, la partie sécurité, conformité, etc. Donc, c'est vraiment une solution 360 holistique qui permet d'avoir l'ensemble des choses à notre disposition. Mais je rejoins Bruno qui parlait de l'importance de la vidéo. On a vu que au fil du temps, de plus en plus des gens activaient la vidéo. Au départ, on voyait que les gens ils n'osaient pas mettre la vidéo. On avait juste une partie des participants qui avaient la vidéo, et au fil du temps, on a vu que c'est arrivé pratiquement à 100%. Tout le monde, c'est devenu un réflexe. Et les gens presque s'excusent lorsqu'ils n'ont pas activé la vidéo au début de leur réunion. Donc, ça devient une politesse presque. Exactement. Mais ça démontre l'engagement de la personne dans la réunion. Si vous n'activez pas la vidéo,
on voit que vous êtes peut-être un petit peu moins engagé. On ne sait pas ce que vous faites. Est-ce que vous êtes en train d'écouter ce que j'ai dit ou vous parlez avec votre épouse? Donc voilà, c'est... Il y a des nouveaux codes en fait à prendre en compte dans le travail à distance. Du coup, c'est plus les mêmes que dans le travail physique. Effectivement. Donc on a... Il y en a un autre, moi, que j'ai remarqué aussi, c'est on accepte beaucoup moins le retard. Les 5 minutes de retard en présentiel, elles étaient acceptées. La minute de retard en distanciel, on a plus de mal avec cette minute où on est connecté à heure pile sur une réunion. Je ne sais pas, moi je n'ai pas trop constaté ces refus, cette rigidité. Par contre, effectivement, le problème c'est qu'en ayant les réunions une après l'autre, on va peut-être en venir, mais... on les enchaîne. On les enchaîne, donc bien souvent, il y a celle qui est précédée déborde un tout petit peu parce que, surtout, je trouve que c'est surtout en France, un peu c'est culturel, un petit peu, les gens, ils respectent un tout petit peu moins la fin de la réunion, hein, parce qu'il y a des choses encore à dire, on n'a pas pu faire, donc on continue. Et donc il faut effectivement savoir que beaucoup de gens enchaînent des réunions et ils sont systématiquement en retard à la suivante parce que la précédente a débordé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération. Et on l'a pris en compte dans l'innovation autour des Teams, où on a créé une solution qui s'appelle Viva Insight et qui permet d'analyser la façon de travailler des collaborateurs. Et on voit si vous enchaînez des réunions une après l'autre, la solution va vous permettre de positionner des temps de pause, des temps de déconnexion, où vous pourrez lever un peu la tête, prendre un petit peu de temps pour un travail individuel. Et on aura aussi faire des réunions, parfois il faut aussi les préparer ou travailler ou faire un compte rendu. Parfois il y a des actions, etc. Et on a aussi une intégration qui est déjà arrivée dans certaines régions et qui va arriver bientôt partout avec la méditation. Donc il y aura des méditations guidées. On va jusque là en fait. On dit on a des solutions pour libérer les stress et permettre de déconnecter pendant 5 minutes, faire une séance de méditation. C'est intéressant parce qu'en fait vous prenez en compte, vous dites on a des solutions, elles marchent tellement bien que finalement on est tellement sollicité qu'il faut intégrer le fait que on ne va pas passer toute sa journée à travailler devant son ordinateur. Je me permets de rajouter un petit point qui a été important et qu'on a vécu, nous, dans l'usage de ces solutions-là, notamment de la vidéo, c'est le fait qu'il y a 3 niveaux. Il y a déjà, au niveau du collaborateur, on s'introduit chez lui. Donc, le fait d'avoir ajouté des fonds d'écran spécifiques, on peut mettre en arrière-plan, ça a été un déclencheur qui a permis d'ouvrir la vidéo aussi. Respecter la vie privée. Exactement, parce que tout le monde n'a pas forcément... en fond d'écran naturel, une baie vitrée avec un beau jardin et la piscine. Ou une plage, comme on voit souvent. Et n'a pas forcément envie n'a pas eu le temps de ranger derrière un canapé ou n'importe quoi. Donc, le fait d'avoir rajouté ces petites choses-là, je sais que ça a changé beaucoup de choses. Nous, on l'a vu dans l'usage, en tout cas. Là où des gens, on voyait que c'était pas quelque chose de naturel de mettre la vidéo, alors que ça nous rapproche quand même. D'un seul coup, de pouvoir mettre des fonds d'écran standardisés ou autres, ça change un petit peu la donne. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est au niveau de l'individu. Il y a eu les réunions donc, en interne, ces outils nous ont aidés. Et ce qu'on voit d'assez nouveau maintenant, c'est que, par exemple, dans une relation commerciale avec des clients d'autres entreprises, là où on avait l'habitude de ne pas voir les clients, alors en dehors des réseaux sociaux type LinkedIn, on voit l'interlocuteur, on a sa photo, là, on peut maintenant organiser avec ces outils collaboratifs qui existent dans différentes entreprises, on peut échanger avec une personne, avec un client à distance qu'on n'a jamais vu et qu'on n'aurait peut-être jamais vu si on n'avait pas mis ces outils en place. Donc, et faire un meeting différent. Ça va faire des présentations, partager des documents, PowerPoint ou autre. Donc ça ouvre des portes, ça crée des ponts. Aussi. Là où jusque-là on était soit au téléphone, soit par mail, de temps en temps en rendez-vous physique, là on veut joindre la personne, on programme un petit meeting Teams, avec l'outil notamment de Microsoft, ou Webex avec Cisco, ou d'autres, et il y en a d'autres, il y a Zoom et ainsi de suite. Enfin, ces outils-là, quand même, permettent aussi d'apporter une rupture aussi. C'est un peu disruptif, je veux dire. C'est un changement dans la façon d'aborder le travail collaboratif. Je note un peu les mots-clés depuis le début. C'est vrai qu'on a parlé d'engagement, d'agilité, de culture d'entreprise, d'intégration des nouveaux. On pourrait en parler des heures, finalement, tellement les enjeux sont larges. Il y a quand même un sujet qui a été un peu abordé au début et sur lequel il faudrait qu'on revienne dans cette table ronde. On va peut-être commencer avec vous, Bruno Caille. C'est ce sujet de la sécurité, puisque, en fait,
L'entreprise peut dire, bon bah ok, on va travailler demain à distance, on va mettre en place une solution hybride, on sait que c'est performant, que ça marche, mais il y a bien quelqu'un dans l'entreprise qui à un moment va dire, attention, nos données, nos connexions, il faut que ce soit sécurisé, il y a des risques, et d'ailleurs on l'a vu dans la presse, les risques... Et c'est même pas que les risques, d'ailleurs, les attaques ont été décuplées durant la période, puisque du coup, le fait que tout le monde travaille de chez soi, ça a créé des brèches de sécurité qui n'avaient pas forcément été anticipées, puis il fallait gérer l'urgence. Donc, comment intégrer cette notion de sécurité aujourd'hui quand on veut travailler à un modern workspace et un modern meeting qui va pouvoir durer dans le temps? Alors, déjà, aujourd'hui, on estime que passer une demi-heure sur un réseau Wi-Fi ouvert, ça augmente de 30% le risque d'attaque. D'accord. Et on l'a bien vu pendant cette pandémie. Finalement, le fait que tout le monde travaille à distance a ouvert beaucoup de portes. Avant, on a été très périmétrique. Les hackers se concentraient sur des zones très précises. Et finalement, là, ça a ouvert plein de portes qui sont très accessibles pour des hackers dès qu'ils ont un bon niveau. On peut reprendre l'image on peut dire que par exemple l'entreprise était une forteresse quelque part et qu'il fallait l'attaquer mais elle était défendue, alors que là Exactement. on est sur plein de petits... L'exemple qu'on prend, puisque justement, côté Cisco, on prenait déjà beaucoup l'approche dite Zero Trust. L'image qu'on prend, c'est Carcassonne, qui était la cité avec 2 grands remparts, 2 niveaux de firewall en général. Puis une fois que vous aviez passé ces 2 niveaux-là, finalement, c'était open bar. D'accord. Il n'y avait plus de contrôle dans la ville. Et donc là, en fait, on a fait sortir la ville au-delà des... Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le périmètre, c'est Internet. Et du coup, on ne peut plus avoir ces 2 grands murs. Et donc, il faut mettre un niveau de sécurité où finalement, à chaque demande d'accès à une application, on va contrôler l'identité. On va de plus en plus faire ce qu'on appelle la double authentification, qu'on a vu aussi arriver dans le monde du grand public, où vous allez recevoir un message par mail ou un SMS et vous allez devoir rentrer un 2e code. Donc s'assurer que la personne qui fait la demande est bien la bonne personne. Alors, je reviens sur ce point. Si on met ça en place, c'est qu'on se bat contre quoi ? Si on met la double authentification en place, c'est qu'on a peur quoi, que des gens usurpent l'identité d'un collaborateur pour aller chercher des données dans l'entreprise ? Oui, tout à fait. On le voit, il y a eu encore, je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est en milliards de mots de passe qui ont été volés. On n'oublie pas que le nombre de mots de passe à gérer est très compliqué. Donc on a des collaborateurs qui peuvent utiliser tout le temps les mêmes mots de passe. D'accord. Et que donc si vous faites voler votre mot de passe sur un site, il peut être réutilisé par les hackers pour accéder à vos données. Et donc l'enjeu de l'entreprise. Exactement. Et donc l'enjeu de cette double authentification, c'est s'assurer que la personne qui fait est bien la bonne. On a annoncé qu'on allait passer en mode biométrique, que ce soit au niveau reconnaissance faciale ou au niveau de l'empreinte, pour aller encore plus loin. Et puis il y a un des risques aussi, c'est vous êtes dans un café, vous laissez votre PC ouvert sans faire exprès, et puis quelqu'un peut se connecter directement. Oui, donc il y a toujours ce facteur humain qui, de toute façon... De toute façon, l'humain est la faille aujourd'hui, puisque le périmètre est très large. Finalement, les attaques traditionnelles, ils ont encore la peau dure, tout ce qui est l'ingénierie sociale, etc. Et puis on a vu que beaucoup de malfrats ont utilisé les thèmes Covid pour attaquer les entreprises en se faisant passer par les autorités de santé ou autres. La faille, c'est l'humain, de toute façon. Ouais. Aujourd'hui, côté Cisco, on analyse 300 milliards d'emails par jour. Et 80%, c'est du phishing. C'est des attaques, c'est des menaces. C'est l'opportunité. On essaye à voir qui cliquera sur le lien, en fait. Exactement. Et donc finalement, c'est des attaques qui sont très basiques, mais sur le volume, avec des gens qui par mégarde, parce qu'ils ne font pas très attention sur certains emails. Il y a quand même des emails qui sont très très bien faits, où la copie est aussi bonne que l'original. Les gens se font avoir. Voilà. Et parce que là, on a un phénomène de volume et d'accessibilité simple. Donc on voit ces menaces sont... Mais alors, ça pose énormément de questions, et d'ailleurs il y aura un workshop sur le sujet avec Cisco justement aujourd'hui. Mais là on parle de phishing. Le phishing il peut arriver sur une boîte professionnelle comme sur une boîte mail personnelle. L'utilisateur peut utiliser son ordinateur personnel pour une utilisation professionnelle ou ouvrir sa boîte mail personnelle sur un ordinateur professionnel. Et là on n'est que sur, entre guillemets,
le pas de chance et le manque de, entre guillemets, où l'utilisateur en fait aura pas fait attention, l'inattention de l'utilisateur. Mais ce n'est pas la seule menace qui existe. Mais comment est-ce qu'on intègre du coup cet environnement menaçant dans le modern meeting et dans cette notion de il faut que mon DSI et ma direction générale soient rassurés sur le fait que quand on travaille à distance, en fait, on n'est pas en train d'expliquer toute la stratégie de l'entreprise à tout un tas de gens qui pourraient la lire. C'est déjà une réallocation des budgets. Beaucoup d'entreprises ont sous-estimé les budgets nécessaires pour pouvoir se protéger. Puisqu'aujourd'hui, les solutions sont en place, les solutions existent. On revient un peu à ce qu'on disait sur la partie communication, collaboration. Les solutions étaient là, mais les gens ne les utilisaient pas. Sur la partie sécurité, c'est la même chose. Et l'un des enjeux, finalement, c'est la maturité des dirigeants des entreprises par rapport à cet enjeu de sécurité. D'accord. Certains dirigeants n'ont pas la bonne maturité de la compréhension que finalement... Ils n'envisagent pas que ça puisse arriver. Parce que c'est des entreprises avec des noms pas forcément connus ou des petites structures. Ils pensent qu'ils ne vont pas être la menace. D'accord. Ils pensent, de toute façon, je n'intéresse pas les hackers. Exactement. Là où les hackers, il faut bien comprendre, aujourd'hui, ils ont des robots qui envoient à tout le monde et... Comme pour les clés de maison, vous avez plusieurs niveaux de sécurité, puisque c'est en termes de nombre de minutes. Eux, ils ont des attaques niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Niveau 5, c'est très ciblé. Ils savent exactement ce qu'ils veulent aller chercher. Ils savent analyser quel est l'environnement de l'entreprise. Mais niveau 1, niveau 2, finalement, c'est assez basique comme attaque pour eux. Ouais, je vous vois beaucoup acquiescer effectivement sur oui, parce que je suis passionné par ces sujets également. Et c'est vrai que Bruno parlait de manque d'investissement, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui ont investi presque trop, où ils ont des solutions hyper fragmentées. Il y en a des entreprises qui ont une quarantaine de solutions de sécurité disparates qui ne sont pas intégrées entre elles et qui finalement sont moins sécurisées que si on avait moins. Donc, Ah oui, donc l'empilement de solutions de sécurité n'est pas une garantie Absolument, absolument. De la même façon que, on dit que l'erreur de configuration peut être aussi grave qu'un manque de protection. Tout à fait. Donc c'est hyper important d'avoir des systèmes intégrés et de bien avoir la politique de sécurité qui est adaptée. Donc une politique centralisée, oui, Bruno Zacon. Bruno Zacon. Juste parce que sur la partie techno, je n'ai pas lutté avec ces messieurs. Mais par contre, sur la partie formation des personnes, oui, c'est ça, parce que c'est quand même ça peut passer par là et ça passe souvent par là. La clé d'entrée, de toute façon, c'est toujours l'individu qui va commettre une erreur, soit une maladresse, soit de naïveté, cliquer, un phishing, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on va lui vendre dans le mail, cliquez là-dessus, vous allez gagner des millions, on en reçoit aussi. Donc je pense que... On clique dessus tous. Bien sûr, il y a les solutions technologiques, je veux dire, voilà, les remparts qu'on essaie de mettre partout, au endpoint, c'est-à-dire au niveau du device, parce que c'est là qu'il y a du user en général, et puis au sein de l'entreprise, parce qu'il y a des bornes Wi-Fi, des imprimantes connectées aussi à distance, sans fil, par exemple. Mais il y a aussi la formation des gens, c'est-à-dire les collaborateurs, renouveler son mot de passe, diversifier ses mots de passe, pas prendre de risques quand on est sur une terrasse de café, laisser visible quand on tape son mot de passe, parce qu'il y a le petit onglet qui permet de montrer le mot de passe, s'il y a quelqu'un derrière soi. Il y a plein de moyens suffisamment compliqués pour qu'il ne soit pas identifiable tout de suite. Exactement. Et après, c'est aussi la balance entre la facilité d'utilisation et la sécurisation. Si vous sécurisez tellement que c'est inutilisable, tout le monde va essayer de contourner vos règles de sécurité. Donc, il faut être raisonnable et avoir une bonne balance en équilibre. Je reviens sur ce que disait Christophe. Et c'est vrai que les équipes qui ont des solutions fragmentées, ça devient très compliqué de pouvoir comprendre la cohérence des règles de sécurité de tous ces équipements-là. Et donc, il faut des outils qui vont permettre de consolider tout ça. Donc, nous, côté Cisco, justement, on a développé un front-end qui permet de corréler tous les éléments de sécurité et d'automatiser la mise en place des règles de sécurité parce que, comme le disait Christophe, l'erreur humaine devient un énorme souci et un risque très important, d'où l'envie d'automatiser au maximum pour que des tâches qui sont répétitives puissent être faites automatiquement. On voit même des grands acteurs, vraiment des entreprises
hyper connus dans le monde et qui publient parfois comment on dit, les post-mortem de leurs problèmes qui sont arrivés. Et c'est bien souvent, c'est l'erreur de configuration, l'erreur humaine qui est à la clé. Hein, donc. Ou le niveau de sécurité du mot de passe, on a pu le voir effectivement sur des personnes très connues. La formation, Oui. c'est pas avoir le même mot de passe sur tous les sites sur lesquels on se connecte, par exemple, parce qu'il y en a certains, ils se disent, pour faciliter la rétention, je vais utiliser le même mot de passe partout. Donc voilà, c'est de la formation et c'est de la techno. On reste toujours sur de l'humain et puis sur de la techno. Hein. Et donc je note quand même ce message clé de dire aujourd'hui je veux sécuriser mon entreprise, j'ai 5 enjeux sécurité finalement ou 10 enjeux sécurité. Le fait de me dire je vais aller prendre le meilleur acteur sur cet enjeu précis systématiquement, en fait ça ne va pas me donner une sécurité décuplée par 10, ça va au contraire me créer plus de brèches en fait, si je comprends bien. Il faut garder en tête qu'on a aujourd'hui sur le marché français un vrai enjeu de talent et de compétences dans la sécurité, où on manque de personnes. Donc plus vous avez fragmenté, plus c'est compliqué d'avoir la bonne expertise. Et puis, comment maîtriser toutes ces solutions. Ouais, comme Bruno le disait, dans l'IT, on évolue en permanence, donc il faut que ces équipes puissent évoluer. Et donc d'avoir des solutions beaucoup trop diverses devient finalement un point de faiblesse. Ouais. Donc il faut uniformiser. Et d'ailleurs, ça vaut également sur les solutions effectivement de Modern Meeting en tant que tel. On en parlait avec Teams sur toutes les solutions de collaboration qu'on peut y trouver également. Bon, j'ai déjà mentionné, mais Teams faisant partie de Microsoft 365 avec Azure Active Directory, avec la sécurité qui est complètement pensée dès le départ dans la solution, on a vraiment des bons outils pour implémenter des bonnes stratégies et être, on va dire, plus tranquille que si on utilisait 36 000 solutions best of breed et avec un expert à chaque solution. Donc, faut avoir une stratégie cohérente, mais il y a des solutions et on est là pour accompagner des clients pour les aider à mettre en place ces solutions. Et donc une bonne pratique qui vaut également pour la sécurité. Merci beaucoup à tous les trois. On va se quitter avec un dessin, un dernier dessin qui va apparaître et qui reprend un petit peu les sujets sur lesquels on a évoqué. L'humain est la clé. Trop de sécurité tue la sécurité. C'est vrai effectivement c'est l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure, les nouveaux codes de la visio. Oups, en retard. On repart de cette discussion. Merci beaucoup en tout cas Bruno Zacon, président d'ARP au sein du groupe Béchelet. Merci. Christophe Sigan, partenaire sales exécutif chez Microsoft, et Bruno Caille, directeur technique chez Cisco. Merci à vous de nous avoir suivis en direct. On a vu vos questions et on vous y a répondu directement. Oui, effectivement, vous aurez un replay si vous n'avez pas eu le temps de regarder l'intégralité du direct. Et je vous invite à rester tout de suite avec nous. On enchaîne avec Christophe Sigan, toujours sur un workshop dédié aux solutions Microsoft. Bonne continuation. Merci, vous allez me manquer, monsieur. On se retrouvera.